Grand B, le procès de production et la res cogitans. Petit 1, le montage des trois principes logiques selon les trois pouvoirs de la praxis. L'alliance entre subjectivité et praxis. Pour procéder au montage du cogito préréflexif, il faut d'une part recenser les principes logiques, entre parenthèses, le principe dialectique n'est pas encore apparu, qui viendra à son heure pour conclure. Et d'autre part, constituer leur pratique selon les trois intentionnalités et les trois outils que sont le principe d'immanence, d'identité et de synthèse. C'est le tableau ci-dessous. Il faut alors privilégier un duo, l'alliance qui sera le fondement même du sujet transcendantal, celle du procès de création et du procès de production, car c'est aussi le fondement même de la philosophie de la praxis. Deux points. L'union sacrée, entre guillemets, de la subjectivité et de la praxis. Alors, en dessous, on a le tableau des trois pouvoirs de la praxis, que je vais vous résumer en utilisant mon corps. On fera apparaître sur le... On fera apparaître. Ok. Alors, les deux principes de la subjectivité et de la praxis s'interpénètrent en amont et en aval de leur rencontre, comme réminiscence et comme prospective, pour porter la connaissance au plus intime de l'être et pour constituer le genre selon la transmission des caractères culturels acquis. C'est la ligne prométhéenne, de point, progressiste. Tout commence par le savoir de la finitude. Pardon, c'est un point d'interrogation. Tout commence par le savoir de la finitude ou par le savoir de l'angoisse. Mais c'est le même. Trois petits points de suspension. De l'angoisse au rythme, il n'y a que la différence d'une harmonie. La contradiction originelle du temps entre l'être et sa durée est tantôt ressentie en tant que telle, l'angoisse, tantôt comme finitude, le corps sujet. De la non-existence du temps de chronos, expérience interne de la durée qui ne peut être et de l'être qui ne peut durer. Donc, de la non-existence du temps, on passe à l'existence du temps comme être pour la mort. Il s'agit là du savoir originel de la subjectivité. Une angoisse à l'autre. Celle-ci a été située d'abord comme arythmie, puis comme finitude. La subjectivité, en sa pureté originelle, est l'expérience de ce passage. Non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Le rythme est ce montage du temps qui permet de dépasser l'angoisse à deux temps, l'angoisse du temps. C'est la résolution du problème posé, l'accès à tout un savoir vivant. Celui-ci est fait de trois déterminations du rythme, de trois immanences. C'est tout d'abord l'accès à un temps actif, un temps qui répond à l'angoisse en synthétisant les deux durées antagonistes en un temps commun à l'être et au temps du répétitif en devenir et du devenir en répétitif. Ce savoir-faire est déjà l'accession au temps socialisé. Il écarte l'angoisse en écartant la mort, la finitude, indéfiniment, en produisant le temps homogène qui se réifiera en substance. Il apporte le lien du désir à la jouissance. C'est déjà le stade organico-affectif, celui de la satisfaction du besoin. Petit 2, le sujet de la connaissance. Cet homo faber est cogito préréflexif, un savoir qui n'est qu'un faire. Il finalise selon la rationalité du procès de production et reconstitue une causalité récurrente, entre parenthèses, pour se reconstituer comme corps sujet. L'immanentisme synthétique est la synthèse du pouvoir d'être, et du pouvoir de faire du corps sujet. Il détermine le principe même de la connaissance, celle qui est constitutive de ce corps sujet et celle qui est constitutive de la logique et de la phénoménologie. Deux points, ouvrez les guillemets, le réel est rationnel comme le rationnel est réel, fermez les guillemets. C'est le principe de réalité, le pouvoir de la matière, création de la vie et le pouvoir divin, création d'existence, doivent compter avec le pouvoir de l'alliance subjectivité-praxis. Celle-ci est une valeur ajoutée. Deux points. Le champ d'existence de l'engendrement réciproque du réel et du rationnel. Le savoir-faire est le cogito préréflexif. Celui-ci n'introduit pas l'irrationnel, tout au contraire.
Ce n'est que par la connaissance que le faire est possible, et ce n'est que par le faire que la connaissance est possible. Il y a engendrement réciproque, chaque terme se faisant nécessaire à l'autre. Il y aura 3 étapes de la constitution de ce savoir, les 3 moments constitutifs de la praxis. Le schéma ci-dessous représente l'ensemble du processus et propose une catégorisation qui permet d'écarter toute confusion des 3 pouvoirs. Schéma des 3 étapes de la constitution réciproque du faire et du savoir. Ok. Petit 3, la faculté d'exister, accordée par la praxis. Naissance de la praxis, 2 points. Le savoir-faire selon les 3 grands principes d'existence, entre parenthèses, immanence, identité, synthèse. Elle est à célébrer, au moins autant que nous avons célébré l'apparition de l'Homo erectus et du prématuré, puisque ceux-ci lui doivent leur existence. La praxis est donatrice d'existence et non de vie. On a pu confondre les deux et superstitieusement confondre le pouvoir de créer, venu de l'être, et le savoir-faire, le sorcier. Mais alors la praxis est bien plus que le savoir-faire des objets. Homo faber, entre parenthèses. Elle est une existence qui confère aux objets son existence. À l'origine, et aucun dieu ni mythe ne nous en a informé, mais la ruse devait rester secrète, il y a eu une manigance, une ruse de la praxis, qui n'est autre que le génie humain, industrieux et ingénieux, jusqu'à fonder son existence sur une instrumentalisation de l'être ou une alliance originelle, à l'éthocentrisme ou pas de décider. La praxis, qui n'est donc pas le pouvoir de la nature de donner la vie, a su jouer de l'être pour que celui-ci lui prête vie. À cette praxis, qui est donation d'existence alors qu'elle n'a pas le pouvoir de vivre. Quel paradoxe, au-delà de la genèse et de toute mythologie cosmogonique. La praxis emprunte la vie pour donner l'existence. Pour ce faire, elle ne fait qu'ordonner les 3 facultés d'exister qui auront leur existence propre, mais qui, aussi et surtout, se combineront pour donner l'existence synthétique et composite, qui est déjà le lien de vie de l'espèce. Recevons humblement, mais pleinement cette leçon et ce legs de l'être, sa proclamation et participation, immanentisme, ainsi que le cadeau, prométhéen, du prédicat d'existence. À la méditation traditionnelle sur l'immortalité et l'éternité, il faut ajouter cette, 3 petits points de suspension, grâce, 2 points, exister sans être né. La faculté de créer est cette alliance entre être et genre qui apporte au début un éclairage nouveau. Car cette existence, quand elle parraine le prématuré, son corps sujet, octroie à l'humanité tout un potentiel, égal à celui de l'être, celui du devoir-faire, de l'impératif catégorique, de l'universel concret. L'existence commence avant notre naissance et se continue après notre mort. Mort, où est ta victoire ? Point d'interrogation. Mort à soi-même, mais pas à l'existant que l'on a créé, qui n'est pas un soleil révolu, mais la réalisation de l'humain, en son instant parfait. Le grand midi de Nietzsche, et son mouvement perpétuel, de promesses d'éternité. C'est quoi la résurrection? La matière. C'est curieux, c'est tout. Oui, c'est C'est un marxiste chrétien, quoi. un marxiste Dictionnaire. conséquent. Voilà, je sais pas, enfin, donc, qu'est-ce que je veux dire de tout ça? Apparemment, là, il fait une petite... il insiste sur le fait que la praxis... Je peux donner une question à l'éditeur. Qui a fait ce schéma? C'est Bibi. C'est Bibi? Et sur les... Non, je veux dire le premier, C'est Bibi. Il est Ouais, j'ai suivi les schémas qu'on m'avait donnés. Hein. C'était les schémas tels quels qu'ils étaient dans les C'était c'est Bourgois qui les avait fait à sa sauce, et sur le Couscar aussi, mais qui était tremblotant. Quoi. Donc, Pouscar. les schémas. C'est Bourgois qui a fait les schémas à partir de ce que Pouscar lui a dit? Non, il est allé, si tu veux, il a reproduit peut-être un peu mieux les schémas, si tu veux, de Pouscar,
Mais les schémas étaient là, si tu veux. Moi, je les ai en manuscrit, si tu veux, hein, mais il les a reproduits un peu mieux. Et moi, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais effectivement, avec les moyens du bord, j'ai pas été peut-être c'est peut-être pas très réussi. Quand même. Non, non, mais c'était pas ça, c'était pour savoir vraiment Non, enfin, ça qu'il y a dedans. Quoi. Non, mais le problème, c'est que c'est vraiment les schémas. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas inventé. Quoi. Donc, c'est vraiment les schémas qu'il y avait initiaux et que j'ai reproduits. Ce Kouska, il y a peut-être quelques trucs. Il y a peut-être je remarque la faculté de créer cette alliance entre être qui apporte au début un éclairage nouveau. Je pense que là, ça va être au débat sans doute, hein, parce que là, à mon avis, il y a un petit problème. Enfin, pas sûr. Voilà, donc, mais sinon, là, je pense que dans ces paragraphes-là, il insiste sur le fait que la praxis est donatrice de sens et non de vie. Voilà. La praxis, qui n'a donc pas le pouvoir de nature de donner la vie, a su jouer de l'être pour que celui-ci lui prête vie. Donc il y a la notion d'emprunt, la praxis emprunte la vie pour donner l'existence. Ça oui, ça on comprend. Voilà, et il met, effectivement, on a pu confondre les deux, c'est-à-dire l'existence et la vie. Effectivement, l'existence... Ça voudrait dire que l'existence c'est un produit, c'est ça? L'existence, c'est le fait... Il faut un sujet pour qu'il y ait une existence. À la limite, un animal, peut-être, il a une vie, mais il n'a pas d'existence. Est-ce que ça... Personne ne relève. Ça passe. Non, j'ai entendu. Hein. C'est Berka inexistant. Bon, alors... Le cas n'est pas plus cardiaque. Effectivement, donc voilà, bon, c'est des éléments... Effectivement, on a quand même tendance pas mal à projeter même sur des... voire sur des animaux, mais sur même... des postulats d'existence de manière assez rapide. Quoi. Là, il semble dire effectivement que c'est la praxis qui a le pouvoir de donner l'existence. Et pour ça, elle emprunte à l'être la vie. Oui. On retrouve l'image. Oui. Bon, c'est pas un fait quand même, c'est pas banal quand même l'existence. Donc effectivement, il a raison de se poser la question de son émergence. Alors, est-ce qu'il la résout? Je ne sais pas. Il en propose une résolution en tout cas. Apparemment. Mais dans les trois pouvoirs de la praxis, ils sont où dans ce schéma? Bah écoute, c'est effectivement des schémas qui sont reproduits tels quels, mais c'est vrai qu'on peut se poser la cohérence du schéma. Puisque apparemment, ça serait plutôt l'immanence, l'identité et le synthétique. Oui, oui, tout à fait. Là, on les voit mal, quoi. Et c'est vrai que le schéma n'est pas forcément en cohérence avec... La praxis, c'est quoi là par rapport à... Ça serait le procès de production. La praxis serait plutôt le procès de production. Oui, ou l'articulation. Le sujet plutôt le procès ce qu'il appelle le procès de création. Création de l'existence. La praxis, c'est autre chose que le procès de production? Non, je pense que c'est du côté du procès de production C'est une sorte de dialectique entre procès de production et procès de création, c'est ça, le procès synthétique?
Hmm. Dis-le moi. Non, mais enfin, enfin, à la limite, c'est plus clair pour moi. Enfin, j'entrevois plus mieux que dans le B est plus. Je pourrais pas. Si je devais faire un commentaire de texte, ce serait compliqué, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. Tu peux m'expliquer l'apparition de cette notion de durée là Oui. dans le schéma numéro 1 avec Où ça? ici là, c'est quoi durée? Parce que la durée, ce serait pas la synthèse justement entre l'être et. C'est le temps vécu. C'est le temps social. Ben, Pourquoi il met durée là? Parce que durée, c'est La le temps. durée pour moi c'est plus de l'ordre de. Le temps ressenti ou le temps. Oui, c'est ça, de vécu. quelque chose de l'immanence quoi. Ou du temps approprié, Or là, ou du temps ressenti. Enfin, pour moi, ce serait. Non, c'est peut-être le cartésianisme, justement, hein, le fait quand il dit alors la pensée s'approprie le temps. Elle se fait temps de la pensée. C'est la res cogitans. Donc, à un moment, C'est très. la pensée s'approprie le temps. Est-ce qu'il y a un rapport avec la pensée du Moyen-Âge? Du Moyen-Âge, C'est un problème, on est dans la. là je pense qu'il parle, effectivement, parce que bon, il en parle au petit c, donc on peut penser que c'est logique qu'il introduise ça dans son schéma. Ontologie sociale, avant, tu aurais l'immanence du procédé. Ah si, peut-être alors. La durée, ce serait le temps homogène, c'est ça? Non? Si. La durée, c'est le. Au sens du temps linéaire homogène, comme on pourrait dire le Ça faire. peut avoir avec la subjectivité, non? La durée de la subjectivité, oui. Moi j'irais ça. Ouais, c'est ça. Parce que, regardez, si vous voulez, allez, page 183, et il y a le schéma là, du temps en nœud de lacet. 183, c'était il y a 3 ans, non? C'est ça. C'est la durée historique. Il dit, voilà, C'est l'arche du temps perdu, là. ce deuxième bouclage du temps achève, accomplit le temps enlacé en 8. On peut alors faire le constat gnoséologique de l'importance décisive et secret de Polichinelle de la subjectivité. C'est le même temps, constitutif de la figuration enlacée, qui constitue les deux parties du 8, celle d'en haut étant la corporéité et celle d'en bas la durée. La relation des deux constitue le corps sujet. Ça, c'est plus clair. Ouais, c'est un peu ça, mais j'ai l'impression que C'est moins clair. c'est un parallèle. 183? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des thèses universitaires, même si c'est très. Oui, mais pas sur ça. Non pas qu'il faille toujours implorer les universitaires qui font, dit Jean-Pierre Garnier, sur des salauds, mais au moins. Oui, comment ce schéma est énigmatique, pour le moins qu'on puisse dire. On y voit quelques noms connus, quelques thèmes connus, mais la relation de l'un à l'autre est pour le moins. Mais il faut creuser. Hein? Il faut creuser. Marxie, enfin, le praxis c'est un test d'existence en nom de vie, lui, ça on comprend. Tout ça. En haut, il passe 252, au sens où elle Oui, crée, oui. au sens où elle. Oui, c'est vrai qu'on peut confondre les deux, quoi. Ça, c'est clair. L'existence et la vie. En fait, oui, c'est ça. On arrive dans un truc, c'est mystique. Non, c'est pas mystique. Aussi un petit côté si, parce qu'il y a enfin, une sorte de vie. En fait, il fait la praxis sur un pouvoir de démultiplication de la vie, y compris au-delà des existences individuelles, c'est ça que ça veut dire? Une sorte de genre humain ou de. Enfin, là, si tu veux, il arrive au livre 9. Avant, si tu veux, il a quand même
tenté d'organiser ça, même si on n'a pas tout compris loin de là, en montrant que bien l'immanentisme, l'identitaire et le synthétique donc, se combineraient pour effectivement accéder à la création, à la création d'existence. Grâce à par la praxis, la vie dans sa prématuration deviendrait éternelle, c'est ça que ça veut dire? On dépasserait là, on est dans une méditation. Oui, c'est un peu ça. Hein. Non, c'est un peu. Oui, Au sens. Non, Ce qui donnerait, alors, non, mais ce qui à la fois donnerait sens objectivement à l'existence humaine comme devenir, devenir, quoi, et existence, aux existences finies que nous sommes modestement, puisqu'après nous continue. C'est pas après nous le déluge, mais après nous la puissance du fleuve. Il dit qu'effectivement la vie et l'existence sont deux choses différentes, et après il dit... En fait, la vie est métamorphosée par la praxis dans la notion d'existence, c'est ça que ça veut dire? Non, il dit, je pense que le fait il y a le seul truc, enfin le truc qu'il dit, qui pourrait se rapprocher de ce que tu dis, là, c'est le fait d'exister sans être né, voilà. Alors exister sans être né, ça veut dire que si l'existence c'est pas la vie, tu peux exister, oui, elle existe finalement par la praxis, sans que la praxis moi ce que j'ai compris, soit donatrice de vie. C'est qu'en fait l'existence ne naît pas, la vie naît, et la praxis génère contribue à métamorphoser la vie en existence. Une existence qui est individuelle mais qui est aussi collective, une sorte d'identité collective, une sorte qui donne sens aux individus singuliers et au devenir humain. C'est ça? C'est ça qu'il faut comprendre, Michel, je comprends. Et qui crée un jour nouveau l'ami de Kamara Nietzsche. Il parle de Nietzsche, hein, le grand midi. Le grand midi. Mais je dis des bêtises, je ne dis pas comme ça, mais non, je sais rien. Non, mais des bêtises, c'est pas. C'est vrai que le fait que la vie soit différente de l'existence, c'est tout à fait recevable. Et que ce soit la praxis qui soit donatrice d'existence, l'est aussi, d'un point de vue matérialiste. Mais ça veut dire quoi? Oui, ça. Alors maintenant que tu passes à dire que exister... On s'est quitté au milieu du XVIIe siècle. Et la ligne d'en dessous, on se retrouve En 30e. avant. Avant la fin du monde. Non, on se retrouve au moment de l'hominisation, aux phases initiales de l'hominisation. Alors, on revient en arrière. Y compris dans ce que le prématuré peut avoir. Oui, le prématuré, toujours. C'est comme trace problématique de cette période. C'est comme le minorité de l'espace, le prématuré, toujours là. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si la praxis ne délivre pas une forme d'existence particulière plutôt que de parler d'existence en général? L'existence est un fait. Non, l'existence n'est pas un fait. La praxis est donatrice d'existence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas d'existence. Au sens. Ça veut dire que l'existence existe bien. L'existence n'est que l'attribut d'un être qui a une praxis. Et qui se porte. Tous ceux qui n'ont pas de praxis, au plus. Si, ils ont une vie, mais ils n'ont pas d'existence. Ils n'ont pas d'existence. C'est pas tout à fait ça. Il y a quand même une existence pour ceux qui existent. Mais attends, Michel, est-ce que le lien entre... Est-ce que c'est pas entre le C et le B, entre le B et le C, c'est pas la praxis comme le pour soi, au sens où, bon, on a vu que les clercs, le noblesse de Rome, la bourgeoisie de Rome s'appropriait la pensée comme espace particulier un pouvoir sur l'existence qui nie la praxis tout en instrumentalisant, et alors que la praxis, justement, c'est ce qui donne sens à l'existence, au-delà même de la sphère. J'essaie de trouver des liens, mais peut-être que je dis des bêtises.
est-ce que le rapport, il est pas, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas la revendication au-delà d'une sorte de la frivolité ou de l'abstraction de ce qui se passe avec les cartes, la praxis redonne complètement son sens à une existence. On resitue ce moment d'intellectualisme, dans cette déconnexion dans le moment plus vaste qui est de donner. On va arriver des questions de. Quand tu disais là, on est presque. Bon, toute l'apocalypse, là, on est les 4 chandeliers, les machins. Quand il dit praxis, une promesse d'éternité, elle est aussi potentiellement une promesse de disparition, de destruction. Alors bon, je comprends que pour le nouveau-né, la praxis c'est une promesse d'éternité, oui. Mais pour l'espèce, il cherche à rendre compte de l'hominisation par la praxis dans un langage avec des concepts qui sont des concepts philosophiques très difficiles à mon avis appréhender. Non seulement à appréhender, mais À plaquer là-dessus. Moi, je suis pas. Parce que oui, une sorte de rêverie ou de méditation. Un affreux scientiste, mais je pense que c'est plus dans la compréhension de la trajectoire humaine au sens de l'histoire de l'homme en tant qu'espèce qu'on peut trouver matière à traiter de ces questions. Parce que non, mais alors, on peut le dire aussi comme une sorte de propos méditatif, où en fait, l'éternité, non mais à la fin, à la limite par rapport à l'angoisse, parce que le tragique et l'angoisse disparaissent à la limite, puisqu'en fait on a une praxis qui je ne dis pas que c'est l'autoroute de l'existence qui est ouverte, mais à la limite, le tragique, enfin, tel que le pense Lefebvre en particulier dans ouais, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que pensait Lefebvre introduit la notion, enfin assis sur la notion du tragique. C'est-à-dire qu'il y a, tu as raison quand tu dis que la praxis peut déboucher sur la catastrophe. Là, il n'y a plus de catastrophe, il n'y a pas de catastrophe, de toute façon, on est certain que c'est des jours heureux, quoi. L'angoisse, il parle de l'angoisse, hein, bien avant. Quoi, hein. Oui, mais l'angoisse, l'angoisse pour lui, c'est pas le pathos de l'angoisse, c'est plutôt l'aspect gnoséologique, c'est-à-dire l'angoisse sert à connaître. Oui, mais ça veut dire, attends, ça veut dire que pour lui, enfin si j'extrapole, mais puisqu'il fait de la métaphore, moi notamment aussi de faire de la métaphore ou de l'extrapolation sauvage, ça veut dire qu'à la limite, bon, globalement, comme l'espèce, il y a un sens en gros, hein, bon, on meurt pour nous-mêmes, mais c'est pas grave, de toute façon, on a une assurance que grâce à la praxis, la vie va continuer. Et donc ça veut dire que le tragique individuel disparaît, et le tragique collectif disparaît aussi, puisque de toute façon, il n'y a aucune ombre de catastrophe possible par rapport à cette réalité-là. Oui, parce que je pense qu'il ne dit pas sur l'avenir de l'humanité, mais sur la formation des... Oui, mais parce qu'elle a l'éternel, c'est la formation en perspective. Elle a une promesse d'éternité. Oui, mais justement, s'il y a une promesse d'éternité, il n'y a plus de tragique. C'est une promesse, mais la promesse, un des problèmes, c'est la menace qui pèse sur la promesse, quand même. Pour lui, je pense, d'après ce qu'il dit, quoi, hein, donc, le tragique n'est pas forcément... enfin, il y a dans le tragique, ou dans l'angoisse au moins, un côté d'apprentissage, quoi. Finalement, oui, mais attends. Ne serait-ce que le prématuré, par exemple, ou l'homo erectus qui se retrouve voilà, comme un petit animal, enfin un petit être, Ou un petit être,
débile, on va dire, enfin, au sens, voilà. C'est ce que je veux faire. Non mais attends, Bah, alors, ce qui me gêne moi, alors il dit lui que effectivement l'angoisse est génératrice pour l'homme oui, ça, je suis là que je comprends. De promesses. D'apprentissage, de connaissance. D'apprentissage et donc de capacité à se projeter. La capacité surtout à survivre. Quoi. Oui, c'est ça. Survivre. Oui. Parce que pour lui, c'est lié à la survie. L'angoisse, c'est un truc qui est lié chez le prématuré ou mais donc l'homo erectus. la praxis garantirait la survie, c'est ça que ça veut dire? Non, l'angoisse due au fait qu'il faut bien survivre est motrice, si tu veux, pour susciter la connaissance. Oui, j'ai compris. Qui va te permettre effectivement de réaliser la praxis, de transformer le monde par ta praxis. Mais comme dirait Vygotsky, surtout dans une phase de cogito pré-réflexif. Oui. À la charnière du basculement de l'air dans l'homme naturel. Ah bah écoute, oui, mais enfin, l'angoisse. On peut pas dire ça d'un tigre. L'angoisse. Ah oui, non, mais attends, je sais pas, moi, lui aussi il a besoin de survivre. Non, mais attends, lui aussi il a besoin de connaître. D'ailleurs, il connaît. Mais alors, après, est-ce que moi ça m'apparaît assez, si ce n'est métaphysique, au moins un peu mécanique quand même, parce que moi je rapporte ça dans ce que dit Vygotsky sur le passage. Il y a la conscience peut être aussi en échec, ça veut dire que la praxis l'existence peut être aussi en échec. Et là, on nous présente une praxis qui garantit, si on croit, si on lit comme ça, une promesse, mais la promesse, on est tout le temps face au risque que effectivement, ça s'arrête ou ça ne débouche pas. C'est-à-dire que l'activité ne débouche pas sur la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie il y a une sorte la notion de drame disparaît au sens que peut le donner Schwartz quand il parle d'activité, le drame, au sens où une aventure qui n'est pas écrite d'avance. Là, on a l'impression que c'est écrit là. Enfin, je sais pas. C'est une sorte de généalogie rétrospective, mais. Disons que d'après lui, j'ai l'impression que l'angoisse est un aiguillon finalement, effectivement. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de flèche. Elle n'est pas simplement pour le prématuré et puis l'homo erectus. On est encore angoissé aujourd'hui. Donc l'angoisse. Non mais en gros, attends, j'essaie de réfléchir avec une vitesse et peut-être que je dis des bêtises, à la fois c'est délire, mais c'est pas grave. Et en gros, on a une sorte de. Enfin, je dis pas d'assurance, ni de garantie, mais que si on sait reconnaître la praxis sur lui et on lui donne la reconnaissance auquel elle a droit, à la limite, on a le drame et le risque. Je ne dis pas que c'est une garantie absolue, mais que. Je ne dis pas que c'est un avenir radieux, mais enfin. Promesse d'éternité. C'est une vision très rétrospective du sujet, quoi, quelque part. C'est pas de notre affaire. Promesse, oui, après coup, quand ça réussit. Mais quand ça échoue. Il essaye de suivre le truc, comme on disait, donc, par la logique. Il essaye de donner, de dire le réel selon sa logique. Et donc c'est ce qu'il fait là aussi, un peu. Quoi. Mais ça c'est une logique, c'est une relecture rétroactive, enfin, une sorte de relecture d'un processus historique ou ontologique. Oui. Mais qu'est-ce que ça nous dit du drame humain? Pas au sens forcément métaphysique, mais au sens que ça peut s'arrêter demain matin pour nous, l'individu, et pour la société humaine également, où elle est garantie. Oui, c'est vrai qu'il est.
Enfin, non, peut-être que je délire en disant ça. Non, tu as raison. Ouais, le grand midi. Et son mouvement perpétuel, deux promesses d'éternité, d'accord, mais enfin, la réalisation. Non, mais ce que je veux dire. Il se place, j'ai l'impression qu'il se place d'un point de vue. Tu peux être soit dans la logique, soit dans la phénoménologie. Mais moi, et Giscardienne. C'est vrai que dans la phénoménologie, bon, ça te paraît effectivement assez incongru, quoi. Par contre, bon, du point de vue de la logique, moi je comprends pas l'ensemble du lignage de sa démonstration, mais d'un point de vue logique, lui, il en arrive effectivement à ces assertions-là. Est-ce que ça me semble comme. Est-ce que c'est. Enfin, la dialectique, elle est où là-dedans? Il n'y a pas de. Tu vois, au sens que. Pas forcément au sens marxiste ou marxien, mais même au sens d'Axelos, quand il parle d'enjeux, les jeux du monde, même si c'est très tâté d'heideggerisme chez Axelos. Mais quand même, enfin, après, une sorte de vie analogie quand même qui est assez linéaire quand même. Non, enfin je sais pas, j'essaie de comprendre. Non, mais je pense pour moi ça nous fait penser. Dans tout ce bouquin, il essaie, si tu veux, de combiner des éléments au niveau logique, si tu veux, qui rendent compte de l'émergence de l'être social, mais en abandonnant une partie, si tu veux, des catégories qui ont été introduites de manière postérieure à la praxis, quoi, et qui sont des catégories dont la praxis a besoin pour fonctionner. Je pense que dans tout ce bouquin, il est un peu dans cette perspective-là. Donc là, il y est aussi, quoi. Effectivement, il fait une différence entre la phénoménologie et la logique. Alors, dis-moi, c'est quoi l'objet alors de la démarche? Sa démarche, à mon avis, il essaye, comme Hegel, si tu veux, de dire le réel selon sa logique. Voilà. Et il essaye, depuis le départ, hein, puisque là on part vraiment des éléments, je veux dire, extrêmement basiques. Hein. C'est qu'il essaie de remettre au centre la praxis, c'est ça que ça veut dire? Oui, non seulement la praxis, mais le procès de production de la praxis. Oui, c'est non, la praxis, pas simplement comme un fait acquis, mais comme son émergence, etc., à partir de rien. C'est là qu'il quelque part, il est un peu, comme tu disais, là, un peu comme Descartes, de faire table rase aussi, quoi. Hein, donc, mais lui, il le voit plus dans le fait, il ne voit pas dans le fait de penser comme fait origine, quoi, mais plutôt dans le fait de faire, quoi, d'action, quoi. La praxis, tout est orienté, il le dit souvent, quoi, que la praxis, c'est la mesure de toute chose. Donc c'est pas autour de ça que ça combine, quoi, pour petit à petit. D'accord. Et ça sert, enfin, ça sort dans l'utilitarisme vulgaire, mais ça nous amène quoi? Je ne sais pas, ça amène peut-être, moi je ne sais pas, hein, mais ça amène peut-être à repenser effectivement dans sa perspective là, d'attaque du pouvoir culturel, etc., comme étant quelque chose qui a en quelque sorte nié, si tu veux, la praxis. Ouais, ça amènerait à ce moment-là de prendre, non pas d'éradiquer, de nier ce qui est le passé, mais au moins de le dépasser tout en le conservant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dépasser le sujet, etc., mais c'est de conserver le sujet, mais tout en
tout en intégrant le fait de la praxis, quoi. Moi, je le conçois comme ça, quoi, hein, parce que sinon, je vois pas. Sinon. Tu dis qu'il nie la praxis, c'est dans quel sens que tu entends praxis du Je comprends toujours pas. Quand tu dis que le pouvoir culturel nierait la praxis, du coup, quel sens tu donnes à la praxis pour dire qu'il la nie? Le fait d'avoir le pouvoir culturel te permet d'avoir un pouvoir mondain sur l'existentiel, quoi. C'est-à-dire que tu peux, si tu as le pouvoir culturel, voilà, tu peux être au résultat du procès de production et d'en capter les résultats pour toi, quoi. Si tu as le... tu n'as pas besoin de bosser, quoi, en gros. Là, tu parles à la limite, il y a deux choses. Si tu penses, si on considère que la bourgeoisie organise la production, nécessairement, elle ne nie pas la production. Là, tu parles d'autre chose, tu parles de pouvoir culturel, c'est-à-dire mais là, on rejoint, c'est l'entrepreneur qui... Tu vois, il y a des discours très entrepreneurial. En quoi, parce que je vois bien, alors tu fais deux catégories là. C'est pas moi, c'est Kouska. Disons que tu parles en termes de deux catégories, avec ceux qui ont les charges, le pouvoir administratif, et d'autres qui ont le pouvoir culturel. Ah non, c'est les mêmes. Dans l'esprit, c'est pas la même chose, par exemple, d'écrire des romans et de parler de l'existentiel en termes de romans, et puis ceux qui organisent la production. Oui, mais enfin, ils sont au service les uns des autres. Aujourd'hui, ça pourrait être les énarques, par exemple. Les premiers ne nient pas la production, à la limite que ceux qui pensent des romans comme ça soient dans l'expression de la conscience, des faits d'âme, ou je ne sais quoi. C'est une chose. Mais ceux qui organisent la production, ils nient pas la production, vu que, au contraire, ils la pensent. Quand tu dis il nie la praxis, dans quel sens ça serait? Parce que du coup, vu qu'il nie pas la production, qu'est-ce que tu appelles la praxis du coup? Qu'est-ce que tu appelles la praxis? Non, mais quand tu as la vénalité des charges, il ne s'agit pas de producteurs, de propriétaires d'ateliers, ni de propriétaires de manufactures, etc. Il s'agit de gens qui sont délégués aux impôts, à tel recouvrement de tel ou des juges, des machins, etc. Donc il y a quand même un réseau, si tu veux, un pouvoir culturel qui s'organise. Je pense que c'est à ça à quoi il fait référence, quoi, hein. D'autant plus que c'est Goldman qui l'a montré, mais je n'ai pas lu le Dieu caché, je ne peux pas dire, mais effectivement c'était assez lié à ce qui à Port-Royal, l'enseignisme, etc. Goldman et puis Puskar et d'autres. Ça c'est un bouquin cité par Puskar dans sa biographie, La vénalité des charges, de Roland Mousnier sous Henri IV et Louis XIII. Donc c'était, apparemment, Goldman montre, d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas lu le bouquin encore une fois, que justement ce déclin de la bourgeoisie de robe, après donc finalement Louis XIV a retiré la vénalité des charges pour la confier à des sortes de fonctionnaires, eh bien ça a été effectivement, ça s'est cristallisé dans l'appartenance de beaucoup de cette bourgeoisie de robe au jansénisme, au royal, etc. Donc il y a des choses des superstructures qui se mettent en place. Je pense que c'est à ça à quoi il fait référence. C'est pas la production, c'est pas l'entrepreneur, quoi. Là, c'est peut-être pour acheter des charges, ils ont peut-être effectivement, il y a eu une accumulation au départ, quoi, et ils ont acheté des charges,
Et après, alors c'est fait, puisqu'il a, il dit de Louis XIII, d'Henri IV à Louis XIII, donc on voit que c'est sur plusieurs générations. On est en train de... Enfin, en plus, on est à la fin du bouquin. Il y a quelque chose qui est très très clair, c'est que là, en fait, il essaie de mettre des catégories ontologiques pour faire un joli récit, quoi. Non, mais je veux dire... Enfin, lui, il est petit. Non, mais je veux dire, bon là, c'est très très sympa, mais enfin, il y a un moment donné, c'est n'importe quoi. Enfin, faut le dire. Là, ce qu'il fait... Moi, c'est l'avantage de clarifier les choses. Non, mais si tu veux, enfin là, autant j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était un sociologue, ça, moi je trouvais brillant, qu'il avait plein de... Mais là, si tu veux, il est en train d'essayer de te démouler une ontologie qui va justifier son côté, qui va légitimer sa place aux côtés des prolétaires de tous les pays qui ne sont pas encore unis, quoi. Je veux dire, il est en train d'essayer de te justifier... c'est quoi la finalité de ça? C'est de dire vive la praxis. Et comme la praxis chez lui c'est le travail, parce qu'en gros c'est un peu ça, et du coup il veut... Mais non, PGT ça veut rien dire. Mais il s'agit de trouver une morale. D'ailleurs il y a quelque chose de très scolastique là-dedans. Je suis étonné quand même que les gens qui s'intéressent à la philosophie voient pas ça. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose de l'ordre. Attends, c'est quand même un troll des cavernes le truc, quoi. Il nous explique à un moment donné le temps... Attends, il y a quelque chose qui est quand même pas mal, quoi. Le rythme est ce montage du temps qui permet de dépasser. Donc du coup, il dit il y a l'angoisse et la finitude qui sont les deux façons de recevoir en nous-mêmes la contradiction entre l'être du temps et, et la durée, quoi. Donc du coup, il dit voilà, le rythme est ce montage du temps qui permet de dépasser l'angoisse du temps. C'est la résolution du problème posé, l'accès à tout un savoir vivant. Celui-ci est fait de 3 déterminations du rythme, de 3 immanences. Toujours pas lesquelles c'est. C'est tout d'abord l'accès à un temps actif, temps qui répond à l'angoisse en synthétisant les deux durées antagonistes en un temps commun à l'être et au temps. Temps du répétitif en devenir et du devenir en répétitif. Ce savoir-faire est déjà l'accession au temps socialisé. Déjà nul, alors il va falloir quand même me l'expliquer, quoi. Il écarte l'angoisse en écartant la mort. Oui, la finitude, indéfiniment, et la refoule. En produisant le temps homogène qui se réifiera en substance. Non mais je veux dire, je pensais que depuis Hegel, et au moins depuis les Hegeliens de gauche, on savait que l'histoire était l'histoire de la conscience de soi et pas de la condescendance de la substance, quoi. Là, on est en train de revenir à un temps qui est même antérieur à Galilée, quoi. Là, la substance... C'est pas il n'y a plus de substance. Il n'y a plus de matière finaliste, il n'y a plus de matière... Tu as quelle page 250, c'est ce que je viens de dire. Là. Et du coup, en fait, il essaie de faire rentrer les bons vieux récits chrétiens et théologiques dans une ontologie qui va aller bonifier de sa grâce de philosophe de la praxis. Mais je veux dire, il n'y a aucune analyse matérialiste là-dedans. Oui, on est dans l'ontologie pure, quoi. Ça c'est clair, mais au-delà de ça, moi ça ne me convainc pas. Non, mais de quoi? Qu'est-ce qui me convainc pas? Ce que je dis moi? Non, si. Ah, non, j'ai dit que je partage. C'est ce que tu me dis, te convainc pas? Oui, c'est-à-dire que voilà, je ne suis pas convaincu que une sorte de, pas de déification, mais d'absolutisation de la praxis évacue le tragique et règle une sorte de... Enfin, si on le lit de manière... une sorte de vision, enfin, je veux dire... Oui, ça c'est vrai. Moi je suis pas d'accord, enfin, je veux dire, au sens... je suis pas d'accord, c'est le nom qui chante, quoi, je veux dire, c'est... Voilà, Non mais attends, la praxis c'est donation d'existence et non de vie. Ça veut dire quoi? Ben si, Non, si, mais... au sens de vie, de métamorphose de la vie, de passage de la vie biologique ou de la vie à une vie consciente ou active, oui, ça on peut l'entendre. C'est l'être qui donne la vie, on ne peut pas dire que la praxis... L'existence au sens... Pour lui, ça donne, effectivement, c'est elle qui... je dirais, y compris, ça peut être pensé de manière matérialiste, la conscience pensée comme activité, non seulement pensée, mais aussi comme participant du registre de l'activité. La vie n'est pas forcément activité au sens d'une activité consciente ou une activité dirigée. La vie, elle est automatisme biologique, c'est logique biologique. Ça, on peut l'entendre. Mais moi, c'est le... Puisqu'on est à la fin du livre, normalement,
Tout s'éclaire. Normalement, c'est Maigret qui fait monter les bières et les sandwichs, donc on devrait connaître au moins le meurtrier. Attends, il reste encore 30 secondes. Non, là, c'est pas Non, mais là, il y a... Hein Enfin, bon. Ah, mais c'est. Non, bon. C'est vrai que c'est cohérent en soi, quoi. Hein. Non, mais le livre Mais en tout soi, est cohérent. Enfin, mais le livre en soi, son projet est cohérent, je trouve que. C'est un projet qui te plaît. Ah, C'est un projet qui te plaît, c'est pas cohérent, ça plaît, te plaît. c'est Ça te pas- fait un joli projet de légitimation des classes laborieuses qui en prennent plein la gueule maintenant parce qu'il n'y a plus de tonton soviétique pour porter le socialisme C'est mondial. vrai. Voilà, de la c'est Chine, dans le cas présent au Cambodge. Là, C'est vrai, Voilà. Bon, c'est vrai. dans Voilà. ce qui est comme horizon d'unification et de volontarisme. Oui, mais alors, effectivement, donc c'est un. Bon, Non, mais qu'est-ce que ça apporte, si tu veux? Là, en fait, c'est une justification. C'est un petit peu comme si tu observais, je sais pas moi, les sociétés humaines, que tu observais les sociétés animales, et puis que, ou alors même, je sais pas moi, que tu voyais par exemple que, je sais pas moi, par exemple du point de vue du codage génétique, des protéines, du point de vue de je ne sais quoi, tu observes ce qui se passe du point de vue biologique, il y a des choses qu'on arrive à avoir observées, on a des lois. On considère qu'il y a une spécificité de l'activité humaine qui est que en fait, elle ne manipule pas que des objets, elle se manipule elle-même, donc elle est à la fois sujet et objet, donc en fait, du coup, elle donne existence à des... Et une fois que tu as dit ça, tu as mis des catégories philosophiques sur des choses. Ok, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rupture entre le monde animal et le monde humain, mais qui est une rupture qui est toute relative en réalité. Mais une fois que tu as dit ça, je veux dire, tu as mis des concepts, tu utilises des mots existence, substance, vie, etc. Je veux dire, enfin, la finalité de ce texte, qui est quand même de proposer une philosophie d'un praxis, c'est quoi en fait le but? C'est de légitimer les classes laborieuses? C'est de légitimer, je sais pas Non, moi, je pense que je là, comprends pas où effectivement, on veut aller. non, mais je pense que c'est indéniable qu'au-delà de ce livre-là, il y avait un débouché social dans la vision de Kouchka. Ça me paraît. Mais bon, ne serait-ce que le passage qu'on a vu là, qui pose sujet à la controverse, le fait est que si effectivement un pouvoir culturel, c'est à la faveur de la modernité mis en place et qu'il est aujourd'hui encore le pouvoir, le code, on va dire. Vouloir, en gros, on va dire, changer de code, mais peut-être pas dans l'esprit de Kouchka, la philosophie de la praxis, c'est peut-être un peu ça. Disons que si tu remets, si tu as montré que ontologiquement, il y a quand même une entourloupe quelque part à décréter que la pensée est au résultat du procès de production et peut le capter. Tu peux tout à fait, en t'appuyant sur l'ontologie également, retourner le process en disant que, eh bien, Sur la base de l'ontologie. sur la base de l'ontologie, Donc en fait, de la logique, donc finalement, t'es Alain Badiou, quoi. J'ai découvert la vie du Parlement anglais à la télévision. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous avez vu ce mec qui s'appelle le mec speaker? Le speaker. Il nous manque un speaker. Il est extraordinaire. Vous imaginez Tu te rends compte? il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ouais. Une bonne grosse gueule de rougeau, bien peintée. À blanc, avant de rentrer en séance. Il est extraordinaire. C'est quand même plus bandant qu'une séance parlementaire à la française, Ouais. quand même. Hein. Non, Mais je cela veux dit, dire- attends. Non, mais je voulais dire que quand même, Badiou, Kouchka, faire remonter, subordonner et tout, d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas lu Badiou encore une fois, mais aux mathématiques, là c'est quand même pas le cas. On subordonne tout, quelque chose qui nous constitue quand même, puisque c'est le procès de production, la praxis, le travail, etc. Mais qui n'est jamais qualifié. Qui n'est jamais qualifié Ah, spécialement. merde, alors Jamais. La praxis, c'est un universel. En 1200 pages, il te parle que de ça. Alors, je sais Non pas mais il pourquoi. parle de ça, mais c'est pas parce que t'en parles de façon concrète. Je veux dire, moi je peux dire bah, et puis du coup tu vas me dire bah oui j'ai dit bah, et du coup bah tu comprends pas ce que c'est, mais je te dis bah pendant que tu dis bah si tu dis bah, je veux dire ça veut rien dire de dire praxis partout. Si tu utilises un mot qui veut rien dire, Non, c'est- non, mais non, écoute, je pense pas qu'on Non, mais puisse attends, dire Mais que- c'est pas ça Il n'y a pas eu une tout à fait tentative ça. de Kouchka Attends, de comment, dans ces pages-là, de te faire un procès du production de la praxis. Ou alors on n'a pas lu le même livre, quoi. Mais moi, C'est pas ça. je pense qu'on a lu le même.
il dit que la praxis, c'est l'attelage du prométhéen. Ouais, alors tout est combiné là-dessus. C'est l'attelage du Donc, principe d'immanence et du principe d'identité, piloté, dont le cocher est Prométhée. Voilà, oui, mais ça c'est une métaphore un peu Non, mais- osée, on va dire. C'est une définition là. Là, on a une définition de Kluskar de la Mais praxis. alors- Ouais, c'est l'attelage. C'est vrai. L'attelage du principe d'immanence et C'est vrai. d'identité dont le cocher est Prométhée. Mais ça, c'est une vision. Enfin, moi, j'ai pas travaillé avec vous tout le livre, donc je trouve ça Attends, difficile. Edmond, je vais te dire un truc par exemple. J'ai un boulot là. Un boulot. Bah, j'ai un travail. Je suis ingénieur, diplômé d'école, j'ai un doctorat, j'ai pas de problème particulier pour trouver du boulot. Si je me mets au chômage, on m'appelle. Contrairement aux gens qui en cherchent et qui ne trouvent pas. Donc j'ai un avantage aujourd'hui de ce point de vue-là, parce qu'en vertu de la mutation technique, quand tu es ingénieur en informatique, que tu as un doctorat et tout, bah, tu peux bosser, tu peux faire être en data scientist, tu peux faire ce que tu veux. Moi, si demain là, il y a une révolution avec des gilets jaunes, ou des gilets, je sais pas moi, gilets violets, ou peu importe, pour pas parler que des gilets jaunes, qu'on ne m'impose plus d'aller tous les jours prendre les transports pendant 1 heure pour aller travailler, Qu'est-ce que tu feras? je ne travaille plus, quoi. Je me mets au service de communautés Est-ce que de tu as gens. déjà été au chômage? Est-ce que j'ai déjà été au chômage? Je l'ai été un petit peu entre la fin de mon premier emploi et ma thèse. Alors, c'est une expérience à faire le Ouais, chômage. c'est pas ce parce qu'il que, dit, c'est pas ce qu'il dit. tu Attends, vois- mais j'ai pas fini ce que je voulais Ouais, dire. d'accord. Je ne travaille plus, quoi. Et je n'aimerais pas que des gens viennent me dire de travailler. Que ce soit un parti ou que ce soit des individus qui sont des patrons. C'est-à-dire Moi, que je me je- sentirais je- beaucoup je- plus je- utile je à crois- faire plein de choses, et je considère que ce sera que le travail, tel qu'il existe aujourd'hui, est un frein au développement de l'activité des gens. Et de leur activité libre, consciente, naturelle, de leur métabolisme avec la nature, comme disait Grand-Père, c'était quelque chose qui se résume pas à ce qu'on appelle le travail aujourd'hui. Et donc le problème, c'est que quand tu ne qualifies pas ce que c'est que le travail, ou que la praxis, tu l'utilises comme un truc que tu essaies d'ontologiser, mais que tu dis pas ce que c'est Il te dit que la praxis, c'est même ce qui génère le temps. Alors, si tu Ah, c'est pas ça. Non, mais la Ah praxis... si, parce que si, c'est ça Non, qu'il dit. Parce que, non, parce que s'il dit, imagine que tu sois au chômage. Est-ce que tu crois que le temps, parce que moi j'ai été au chômage, Oui. et donc je peux te dire, c'est un temps de déréalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps, et c'est un peu la même chose pour les retraités d'ailleurs, le temps que tu crois finalement être à ta disposition dans le temps de chômage, et un temps finalement qui te fuit entre les doigts et qui ne sert pas à construire une véritable activité. Donc je pense qu'effectivement, ce temps-là, tu te fais des idées, à mon sens. Ah bah non, je me fais pas des idées parce que je connais des gens qui ont été au chômage et qui ont le discours exactement inverse au tien. Et je connais des gens, pour pouvoir te donner des exemples concrets, je connais quelqu'un qui vit avec le RSA, qui dit fuck les mecs qui disent qu'on est des branleurs, il vit avec 800 € par mois, il fait ce qu'il veut de sa vie. Ce qu'il veut, Et je peux t'assurer qu'il fait vraiment ce qu'il veut de sa vie, beaucoup plus que moi, et que je me demande parfois si le fait d'avoir fait 10 ans d'études quasiment après le bac et d'avoir été le petit élève parfait, je suis pas en train de perdre tout ce que j'ai appris, alors que lui, qui fait plein de choses, il est beaucoup plus à même d'entretenir une intelligence, une activité et des savoir-faire. Et je pense que là tu vois, quand tu es Est-ce dans des choses comme ça... politiquement, il est conscient, il va dans les manifs. Ah oui, il est très conscient, oui. Autant Oui, que parce toi que et moi, les et- manifs de et- chômeurs, il y en a 5 millions en France, et j'ai pas vu beaucoup de manifs de chômeurs. Non mais les manifs de chômeurs, ça veut rien Non, dire. bah si, parce que... Non, ça veut rien dire. Si, parce que c'est ce temps, finalement, qui est imparti, il pourrait tout à fait s'en servir au niveau social pour demander... Au niveau social, mais pas dans le travail. Oui, mais... Non mais je veux dire, là où c'est ça le problème que... Attends. Les gens qui se sont... T'as aussi des gens qui ont bossé toute leur vie, qui n'ont jamais été au chômage, et qui sont tellement décidés qu'ils se Non, demandent mais- à quoi ils ont servi toute leur vie. Faut- Donc ça veut rien dire ce que tu dis. Non, Ce que vivent les chômeurs, c'est le fait d'être non employé dans une société qui t'oblige à t'employer. Et donc tous les imaginaires que tu as autour du travail, de la réalisation personnelle, des rencontres, etc., tu t'en retrouves exclu. Et effectivement, tu as une infantilisation qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, des gens, s'ils ne travaillent pas, ils ne savent plus quoi faire. Et d'ailleurs, tu as même des gens qui travaillent et qui ne sont pas chômeurs, donc qui ont un boulot, et qui ont besoin de ce boulot-là. Et si tu leur retirais ça, et ben, tu ne saurais plus quoi faire de leur vie. Et ça veut dire que c'est une société qui produit ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, derrière, quand tu essaies de transhistoriciser ce que tu appelles la praxis, qui en fait dans ce texte-là est justement que le travail, et rien d'autre, je veux dire, tu dirais pas à un esclave qui se fait virer par le pharaon, ce qui veut rien dire, mais tu viendrais pas lui dire, mais ah oui, tu es au chômage, non, il vivrait très très mal sa condition d'esclave. Esclave chômeur, c'est horrible, tu vois. Tu n'es pas utile pour la société quand tu es esclave, tu vois. Kluskar
dit qu'il faut que la production soit égale à la consommation, ce qui n'est pas le cas d'un esclave. Mais je pense que moi, les esclaves, ils produisent et consomment. Je crois que là, de ce que montre Puskar, c'est qu'effectivement, l'activité humaine est centrale, si tu veux, dans... l'activité humaine. Ouais. C'est pas pareil. Non, justement. L'activité humaine, la praxis, c'est la même chose. Non, mais attends. L'activité humaine et la praxis. Attends. Alors, l'activité, le fait que tu veuilles transformer, que tu transformes la nature est une activité humaine, c'est aussi une praxis. On est effectivement là dans le registre de l'être social tel que Puskar en montre le développement dans tout ce bouquin, à la suite d'ailleurs de Marx, finalement. Non, mais là, il y a un problème. Attends, c'est pas vrai. Est-ce que là... Non, mais là... Pourquoi c'est pas vrai alors? Attends, mais je veux dire, il n'y a rien dans ce texte-là qui t'explique ce que c'est qu'une praxis. Il n'y a rien dans ce texte-là qui t'explique ce que c'est que le travail, qu'il faudrait définir, quelles sont ses dimensions, quel est le lien entre le travail et l'activité, quel est le lien entre le travail et la société de l'économie bourgeoise, politique bourgeoise. Tu as un mot qui est considéré comme un transcendantal, c'est-à-dire praxis, c'est-à-dire qu'au nom du fait même d'aller dire qu'il va critiquer les catégories avec lesquelles les gens réfléchissent, il va imposer sa catégorie de praxis, et ça devient l'alpha et l'oméga de tout le développement de l'humanité, même de la mutation du monde animal en monde humain quand c'est des animaux, des singes évolués. Il te fait une espèce d'histoire qui est en fait une histoire assez hégélienne, qui est complètement tirée par le sens même de la phénoménologie de la praxis, quoi. Personnellement, phénoménologie façon non, mais personnellement, moi je pense que le fait de dire l'universel à partir du travail et de la praxis me semble quand même moins scabreux que de vouloir dire l'universel à partir du capitalisme et d'une logique, si tu veux, interne au capitalisme qui dirait effectivement, de manière négative, l'ensemble de l'universel. J'ai l'impression que parfois, certains marxistes sont un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils ont ontologisé le capitalisme et en fait c'est une espèce d'instance démiurgique qui serait capable de dire l'universel et auquel il faudrait subordonner tout et voire même mettre le... Mais c'est toi qui constitue. Mais c'est ce que tu fais. Mais c'est ce que tu fais. Ah non. Mais tu réutilises les catégories du capitalisme parce que tu réutilises la catégorie de travail. Je ne réutilise pas la catégorie de travail. Bah, la catégorie de praxis, non. Je demande. Ou même la catégorie de praxis si tu veux, parce que tu l'utilises de façon différenciée pour toute l'humanité comme ça, en disant bah oui, il faut dire le reste sur sa praxis. Un être social sans praxis, un être social qui ne transforme pas la nature. Est-ce qu'on peut peut-être couper oui, des champs. Non, c'est intéressant, mais moi je l'entends, il y a plusieurs registres. Parce que, moi, ce que je trouve, réfléchir d'une réflexion ontologique ou généalogique pour resituer effectivement la dimension concrète du processus effectivement de création de l'humanité et la place de la praxis comme activité dans ce qui se joue dans la construction de l'humanité sur devenir, je trouve que c'est intéressant. Sauf que, là on tombe sur votre débat, que moi ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que là, y compris quand les psychologues du travail ou quand je passe à travailler sur la notion d'activité, c'est que c'est pas simplement une réflexion philosophique ou théorique en l'air, c'est que introduire cette approche permet aussi, ça permet d'avoir prise aussi sur les processus réels et de donner des outils pour effectivement travailler, mieux spécifier les contradictions et pouvoir effectivement, à la fois dans une optique critique, si effectivement on considère que l'activité n'est pas le travail seulement au sens reconnu, et le fait de faire œuvre
par exemple. C'est fondamental, non pas simplement par rapport à l'existence et des moyens d'existence, mais pour la construction de soi comme individu constitué, reconnu d'une communauté vivante, d'une humanité en devenir, etc. Ça a une portée critique et puis ça permet d'interroger le contenu civilisationnel ou pas des activités réelles telles qu'elles sont organisées, telles qu'elles sont vécues, dans leurs objectifs, leur finalité, leur contenu. Et la place, est-ce que les gens sont ou non acteurs, c'est-à-dire que est-ce qu'effectivement ils peuvent déterminer ou pas, à la fois individuellement mais aussi collectivement, les objets et les finalités de ce qui est considéré comme nécessaire pour le mieux de la société. Là, effectivement, je vois qu'il y a une portée pratique et politique. Et là, effectivement, bon... Tu es d'accord que c'est pas dans ce bouquin? Non, justement, voilà. C'est ça qui, moi, Voilà. Bon, hormis le fait que, bon, effectivement, l'habillage... l'habillage... Elle n'a pas dit que c'était dans le bouquin non plus. Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je lis Marx, la critique des idées allemandes, ou quand je lis Marx lu par Sèvres au niveau de l'activité, ou par Vygotsky ou par Clos, là, j'y trouve une motricité parce qu'y compris dans mon activité propre ou dans les activités que je partage avec d'autres, dans une pratique sociale, une pratique politique, j'y trouve matière à avoir une ressource pour la réflexion critique et en gros avec l'idée que ça peut renforcer peut-être dès lors qu'on comprend mieux ce qui se passe, mais dans une logique de puissance d'agir concrète sur les rapports sociaux, sur les processus, ou même sur le fait de mieux comprendre le monde dans lequel on est, même si on a du mal à le transformer. Là, là, tu comprends ni l'un ni l'autre. Je trouve que moi, pour avoir lu Kluskar dans mon histoire, je trouve que historiquement, de manière un peu dans l'histoire des idées et dans le combat politique, le fait d'avoir introduit quelque chose comme le capitalisme de la séduction ou d'avoir montré qu'effectivement le capitalisme tout contemporain ne se limitait pas à s'inscrire uniquement dans l'exploitation, mais que l'exploitation pouvait aussi concerner toute la manière dont le capital, en tant que rapport social, investit la sphère des loisirs, des désirs, aussi bien dans l'instrumentalisation de la suite de consommation, de la production de besoins, etc., que dans le processus de valorisation du capital lui-même, c'est des choses extrêmement intéressantes et utiles. Mais là j'avoue que, j'ai pas lu tout le livre, j'ai pas travaillé tout le livre, mais cette dernière partie me laisse un peu sur ma... voilà, mais peut-être que je m'arrête là, quoi. Mais pour éviter peut-être les polémiques... Non, mais c'est pas une polémique, mais c'est juste que... pour resituer, on est sur des champs différents, quoi. Les questions que vous posez sont des... On est sur des champs différents peut-être, et les registres sont peut-être pas toujours les mêmes. C'est vrai que par exemple, je sais pas, quelqu'un peut parler d'économie alors que l'autre parle plutôt de développement historique, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas dire que des choses sont dans ce livre alors qu'elles y sont pas, c'est tout. C'est juste ce que je suis en train de te dire. Il ne faut pas dire praxis, c'est philosophie de praxis. Alors là, Fabien a réédité un bouquin où il parle de praxis, spécialiste de Gramsci italien, je peux te dire que ça envoie du lourd. Hein. Et là, le concept praxis, vérité politique, je peux te dire que c'est articulé dans le bouquin. Il y a matière à réfléchir beaucoup plus que là-dedans, c'est avec la praxis, quoi. C'est beaucoup plus précis. Et je suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Tite d'ailleurs, mais je veux dire là on est dans la philosophie de la praxis. Sinon, est-ce que tu parlais de Gramsci ou est-ce que tu retomber dans la praxis comme le capital de Gramsci qui dit la révolution russe, c'est précisément la révolution contre le capital au sens d'une vision déterministe, mécanique, et une vision économiste de l'ouvrage de Marx qui est d'ailleurs une lecture, mais qui n'est pas... Tu veux dire quelque chose, Michel? Oui, Michel. J'étais venu pour y comprendre quelque chose. Tu repars. Non, mais quand je comprends pas, moi j'ai du mal à comprendre. On est de plus en plus dans du conceptuel quand même. Hein. À son corps défendant peut-être, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi je résume là où j'en suis. Je dirais même pas ce que j'ai compris, mais là où j'en suis. Pour moi, il y a une première chose qui est fondamentale et avec laquelle je pense qu'on peut s'accorder au moins sur le principe avec Kluskar, qui est que la praxis est fondatrice du genre. Ce qui veut dire que
cette pensée prend le contre-pied de tout créationnisme, de tout finalisme. L'homme se construit dans son histoire depuis l'origine. Et ça me semble être un socle matérialiste incontournable. Plus incontournable que le primat de la matière sur l'esprit dans les premières pages des principes du marxisme-léninisme de Joseph. Mais, alors, praxis. Au début du livre, on parle de procès de production. Ce qui est un terme très connoté par l'histoire de la philosophie, par l'histoire de l'économie. Moi, je dis bien moi, Michel Bouillot, j'ai tendance à considérer la praxis comme l'aptitude propre, enfin propre, très fortement prépondérante chez l'homme, de transformer son environnement. Ce que l'on fait tous les jours, à longueur de journée, ce qui n'exclut pas qu'il y ait là-dedans, pour penser la praxis comme un système à un moment donné de l'histoire, à faire intervenir la notion de dominante, le capital, etc. Tout ça, c'est pas incohérent. Mais il se trouve qu'on est d'abord des gens actifs. Et on est à la fois capable, ça s'est construit dans l'évolution de l'humanité, on est capable de transformer la nature, et on est même capable de créer. Alors on va se dire, créer, est-ce que c'est pas finalement une activité qui découle de l'aptitude à transformer, qui serait comme ci, comme ça, qui serait différente, qui serait tout en normant. On s'en fout, c'est pas la question. Il y a transformation, il y a aptitude à créer. Je crois que la connaissance qu'on a des comportements animaux aujourd'hui conduit à ne pas complètement exclure l'aptitude à transformer son environnement de certaines espèces. Donc on ne peut pas considérer que ce soit un privilège absolu de l'humanité que d'être capable de transformer. Mais c'est tellement développé, et ça s'est développé de manière tellement singulière, qu'on est capable de transformer de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, et y compris jusqu'à aller à mettre en danger l'existence du monde par notre activité de transformation. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, n'oublie jamais d'où tu viens, me disait mon père, patrimoine biologique, génétique, mais pas seulement génétique, enfin tout est lié. Pour moi, le patrimoine, et ça aussi c'est une leçon de la science, le patrimoine génétique, il évolue avec l'histoire. C'est-à-dire que l'idée que l'être, il était déjà là, il y a très 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 longtemps, puis qu'on le retrouve encore quasiment intact quand on gratte bien et qu'on va... cette idée-là, elle est remise en cause par la science d'aujourd'hui, hein, celle dont on peut parler, enfin, en tout cas ce que j'en connais. Mais c'est très important parce que ça veut dire que cette transformation du patrimoine génétique, elle est à la fois inscrite dans la continuité de l'histoire d'une espèce et en même temps scandée par l'interférence de la praxis, par la praxis elle-même. Oui, ça ne connaît pas, on ne sera pas indemne. Un exemple tout con, le développement de la capacité cérébrale. La capacité cérébrale, est-ce qu'elle se développe parce qu'on a une activité, ou est-ce que c'est parce qu'on a une capacité cérébrale qui se développe qu'on a une activité? C'est une question scientifique. Certains vous diront la capacité cérébrale s'est développée parce que l'homme a acquis la station debout. Et pourquoi il a acquis la station debout? Vous comprenez? Je pense que quand on prend la notion de praxis dans ce sens d'activité,
on s'autorise à penser le fait que tout ça interagit, qu'il y a un continuum, hein, avec d'ailleurs des ruptures à certains moments aussi qui sont possibles, puisqu'il y a eu des moments où l'humanité était dispersée sur une planète et que le patrimoine génétique s'est fait de manière différente ici et là, etc. Donc, pour moi, si on considère que la praxis est, premier point, fondatrice de l'humain, dans son historicité, et si l'on considère que, y compris notre patrimoine génétique, il en est marqué par cette praxis, qu'est-ce que ça veut dire une philosophie de la praxis? Pour moi, une philosophie de la praxis, c'est un effort pour penser cette trajectoire depuis l'origine jusqu'au présent, non pas sous l'angle de catégories, mais d'abord sous l'angle de connaissances qu'on peut avoir de ce mouvement. Et il y a des trous. Il y a des trous. Mais il y a aussi des pleins. Il y a aussi on évolue, on est à un moment charnière où la notion d'interdisciplinarité poussée au degré où elle est poussée aujourd'hui permet de reconstituer des choses dont on n'aurait jamais pu imaginer qu'on puisse le faire dans le passé. Donc, une ontologie de la praxis, c'est, je me relis en même temps parce que c'est compliqué, c'est pas une affaire d'anthropologie philosophique au départ, c'est une affaire d'anthropologie scientifique, interdisciplinaire, en poussant l'interdisciplinarité jusqu'au bout, et en questionnant toute la chaîne de l'hominisation, depuis l'origine, parce qu'on en connaît aujourd'hui, jusqu'au présent. Pour moi, c'est ça. Et dans toutes ces dimensions, politiques, économiques, esthétiques, tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que dans ce travail-là, qui est un travail, un effort assis sur un socle matérialiste, et qui en cela est en rupture avec toutes les interprétations, les interprétations créationnistes, transcendantalistes. Je partage les critiques de Kluskar sur les limites du kantisme, etc. Je suis d'accord là-dessus. Parce que partout, y compris chez Descartes, la praxis telle que je viens de la définir, elle est absente. L'homme n'a pas d'histoire. L'homme, il a une nature, mais une nature qui est consubstantielle à ce qu'il est, elle ne bouge pas. Vous comprenez? Or, on peut dire, Kant ne répond pas à la question, à partir de quand les catégories a priori de l'entendement ont-elles commencé à fonctionner dans le cerveau humain ou dans la pratique humaine? Voilà, on ne répond pas à cette question. Et évidemment, cette ontologie scientifique fondée sur une hypothèse, un socle matérialiste, j'appelle un socle matérialiste, une hypothèse matérialiste du départ, en cela, elle est singulière par rapport à ce que j'appellerais un pseudo-scientisme qui finalement tord les acquis de la connaissance, toujours dans le sens d'un retour à la préformation, d'un retour à la transcendantalité. Bon. C'est pour ça que je crois qu'il y a une place pour une ontologie matérialiste de la praxis. Voilà. Mais cette ontologie matérialiste n'est pas d'abord scientifique. Et il se trouve qu'elle va soulever des problèmes scientifiques, des questions scientifiques, philosophiques. Elle va soulever des questions philosophiques. Et ces questions philosophiques appartiennent à tous, y compris à bien d'autres personnes, si je dis à tous, à bien d'autres personnes que les philosophes, qui ne sont qu'une toute petite part de l'humanité. Les philosophes là-dedans, il faut éviter à tout prix qu'ils reviennent avec leur catégorie héritée du passé, enfin du passé de leur histoire à eux, pour essayer de refaire les choses avec ça.
Et je trouve que c'est ce que fait Klouchka. Je lui jette pas la pierre.